Monsieur le maire, tout à l'heure, dans son propos introductif, nous expliquait l'actualité chargée pour le centre hospitalier et l'emploi du temps chargé. Et je voudrais encore une fois, au nom de tout le conseil d'administration de l'ANCESU, et en votre nom, et encore vous n'avez pas tout vu, remercier une nouvelle fois le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et son directeur général pour cet exceptionnel accueil, pour avoir accepté d'accueillir la 7e journée nationale des CESU, pour avoir accepté d'en assurer la totalité, y compris le support financier, et vraiment pour cet accueil chaleureux. Et donc j'invite M. Pigny à venir nous dire quelques mots, puisqu'il nous fait l'honneur de venir parmi nous un petit moment. M. Pigny, c'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais m'appliquer deux principes. Le premier, c'est que la simplicité, la sophistication la plus suprême. Et le deuxième, c'est, je crois savoir de l'esprit du CESU, c'est il faut être sérieux sans se prendre trop au sérieux. Donc, je ne vais pas vous faire de discours protocolaire. Je vais résumer mon propos à quelques éléments. Le premier, c'est de vous adresser un immense merci pour votre participation active à cette journée des enseignants CESU, à cette 7e journée. Je me faisais même la remarque de dire, mais ayant moi-même participé il y a très longtemps, j'étais étonné que ce soit la 7e journée, mais j'ai compris qu'il y avait à la fois le congrès et les journées des enseignants. Donc merci beaucoup pour votre participation. Évidemment, un très très grand merci à la fois au conseil d'administration et au comité d'organisation. C'est vraiment avec une implication, je peux en attester, en particulier de Philippe Chagnot et du docteur Élise Carrier, mais les collègues qui participent, les formateurs au CESU 40, qu'ils soient de Mont-de-Marsan ou d'Ax, ont été aussi très impliqués dans leur action et de façon déterminée pour réussir ces 2 jours. Voilà, donc je voulais leur adresser un très très grand merci. Je voulais vous dire aussi que vous avez fait un bon choix que de choisir Mont-de-Marsan, mais j'imagine que monsieur le maire a dû être très prolixe sur le sujet, mais c'est une fierté. Vous nous honorez de venir ici à Mont-de-Marsan, qui est un terroir, vous l'avez compris, d'innovation, de convivialité, de décloisonnement. Et je mesure que la richesse de vos travaux, des réflexions, peut aussi avoir de la résonance de cette culture aussi, où on sait allier à la fois le bien vivre et en même temps être dans des relations professionnalisantes. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aussi, vous dire que vous aviez choisi un thème extrêmement riche et aussi paradoxalement d'une très grande actualité, les innovations pédagogiques, les évolutions technologiques, les équipements qui servent à votre quotidien, sans même parler de l'intelligence artificielle, de mon point de vue, vont interroger de fait les activités qui sont les vôtres. Donc la richesse du thème, je vraiment salue ceux qui ont fait le choix, est une très très bonne initiative. Un dernier mot de remerciement, le plaisir que j'ai d'être à vos côtés, c'est aussi un attachement historique et viscéral de ma part à vos activités, à celles et ceux qui le portent. J'ai quelques amis dans l'Assemblée, donc je suis heureux de vous savoir ici à Mont-de-Marsan pour phosphorer et réfléchir voilà, à comment on peut au quotidien améliorer et accompagner les professionnels sur le terrain. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Quelques mots aussi concernant la richesse de vos ateliers. Je parlais des évolutions technologiques, pédagogiques. Je pense aussi que les CESU ont compris peut-être avant les autres tout ce qui est autour de la transformation du système de santé, et depuis longtemps, on ne réfléchit plus en tant qu'acteur du soin, mais en acteur de santé publique, en prenant en compte aussi, dès les fondamentaux, dès les enseignements initiaux, ce qui participe à être des acteurs de prévention et de promotion et d'éducation à la santé. Donc vous êtes quelque part un aiguillon, un étalon aussi de ce qui doit animer, et j'ai les collègues des instituts de formation que je salue qui sont aussi nourris par cette idée que l'hôpital ne doit plus être seulement un lieu de soins avec des murs, mais il doit être aussi un lieu d'ouverture sur son territoire et doit mobiliser de façon transversale l'ensemble des parties prenantes. Voilà, donc saluer aussi l'initiative et l'esprit dans lequel je vous sais travailler à ces sujets. Voilà, je vous souhaite un très bon congrès, prenez soin de vous et continuez à éclairer la dynamique dans laquelle les professionnels, plus jeunes, moins jeunes, servent le bien qui nous est le plus précieux, à savoir la santé. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et donc, un petit moment sur l'actualité des CESU avant d'aller vous endimancher pour la soirée. On fait tout à la suite et on discute après. Comme ça, on est sûr de vous donner toutes les infos, parce qu'autrement, si on discute trop longtemps, vous n'êtes pas du tout des bavards, on va dépasser. Donc, on vous dit tout d'un coup et après, on pose des questions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une tradition sur l'événement de fin d'année des CESU de présenter le bilan, votre bilan, celui sur lequel vous avez travaillé depuis, là en l'occurrence, janvier 2023, puisque le bilan national des CESU 2023 a été publié en septembre dernier et on va vous donner quelques éléments clés. Je peux déjà dévoiler qu'on peut être assez fier de ce bilan. Vous pouvez être assez fier parce qu'il est extrêmement réjouissant. Je vais en détailler quelques éléments. Donc, vous savez, depuis 2014, 2015, on a au niveau national, le ministère, la DGS nous a confié la mission au niveau de l'Association nationale des CESU, l'ANCESU, de colliger l'ensemble de vos bilans et de pouvoir faire ce rapport. Et donc, vous avez une lettre de mission qui, chaque année, vient vous rappeler qu'on a besoin de votre bilan et on a besoin d'éléments complets qui donnent lieu à un rapport qu'on partage avec le ministère, qu'on partage avec les ARS, que vous pouvez partager avec tous vos partenaires. Ces bilans, ils sont colligés sur le site national, sur le site de l'ANCESU. Vous pouvez retrouver depuis de nombreuses années le bilan. Les bilans sont conservés et donc vous pouvez trouver sur la page du bilan ANCESU celui de 2023. Le bilan, il se présente toujours de la même manière. Vous avez une première partie qui compile formation par formation, que ce soit les formations en situation d'urgence, en situation exceptionnelle ou en pédagogie, qui compile au niveau national le nombre d'apprenants et la typologie des formations. Là, vous avez la FGSU2 et vous avez la déclinaison de toutes les formations principales qui sont réalisées dans les CESU. Mais vous avez une deuxième partie qui est également le détail CESU par CESU. Ici, le CESU 40. Et qui vient vous montrer aussi toute la richesse et la diversité de chacun des CESU. Donc, 105 départements en France, nous avions en 2023 102 CESU en activité et nous avons eu 102 CESU répondeurs, donc une exhaustivité des réponses, merci beaucoup, avec un nombre d'apprenants qui était en 2023 de presque 350 000 et un nombre d'heures d'apprenants qui a dépassé les 5 millions. Il y a une cinétique que vous voyez en croissance. C'est donc 50 000 apprenants en plus qui sont venus dans les CESU en 2023 par rapport à 2022. Cette cinétique que vous voyez sur le nombre d'apprenants en compilant toutes les formations, on la retrouve sur les principales formations réglementées des CESU. Donc en bleu, la FGSU 1 qui connaît cette même croissance, identique au niveau de la FGSU 2, ici représentée par les FGSU et leur réactualisation. Au niveau de la FGSU SSE, on n'a pas tout à fait récupéré le nombre d'apprenants qui avait été celui de l'avant-Covid. Il y a eu aussi une modification de texte réglementaire, vous le savez, au niveau de la FGSU SSE. Et donc, c'est tout de même 12 000 apprenants qui ont bénéficié de formations initiales ou de réactualisation sur les modules de la FGSU spécialisée SSE. Vous avez aussi dans ce rapport annuel le nombre de formations par apprenant qui sont réalisées, qui vous permet de situer votre CESU parmi votre RESU, parmi le niveau national. On voit qu'il y a une certaine disparité et on a voulu cette année rendre cette analyse un petit peu plus fine en différenciant le nombre d'apprenants en fonction que c'était des formations qui étaient effectivement réalisées par le CESU ou bien alors qu'elle était organisée en collaboration, voire qu'elle était déléguée à un autre organisme de formation. Donc je ne peux pas détailler plus parce que nous n'avons pas le temps, mais tous les chiffres, toutes les formations et les 102 CESU sont dans ce bilan qui comporte 270 pages. N'hésitez pas à le consulter, n'hésitez pas à le partager et on va tout de suite, très vite parler de 2024 puisqu'à partir du 1er janvier, on va vous diffuser le questionnaire pour que vous remplissiez les données de 2024. Nous avons comme objectif de récupérer toutes les données au premier trimestre, donc on va venir vers vous avec des rappels si nécessaire pour qu'on puisse rendre ce bilan 2024 et pouvoir être également dans une analyse détaillée. On a voulu conclure également cette actualité sur les bilans avec les perspectives, des perspectives qui vont être essentiellement réglementaires. On vous en avait déjà parlé l'an dernier à Rennes, des perspectives qui ont été d'évolution des textes réglementaires qui ont été déclenchés à la demande de la Direction générale de la santé qui s'est inquiétée
que l'enseignement de la FGSU par des organismes privés se fasse sans départementalisation de la réflexion. Et donc, il y a une demande qui a été faite de la DGS de faire évoluer en ce sens ces textes réglementaires. Il a été demandé à l'ANSESU de travailler avec les CESU à faire des propositions. Ces demandes de propositions pour réguler cette pratique ont été complétées par un élargissement des propositions sur l'ensemble des textes réglementaires qui régissent les CESU et les AFGSU. Donc ces textes réglementaires, vous les connaissez, c'est le Code de la santé publique, c'est le décret de 2012 sur le fonctionnement des CESU et c'est l'arrêté de 2014 sur la FGSU. Certains ont déjà été révisés de façon régulière. Donc les principales propositions qui ont été faites, on en avait évoqué à Rennes et cette fois-ci elles ont été rendues et donc elles sont entre les mains de la Direction générale de la santé. C'est donc que les conventions entre les CESU et les organismes de formation privés se fassent à l'échelle départementale. On a proposé également une révision de la tarification de la FGSU lorsqu'elle était délivrée dans les écoles et les instituts. On a proposé également une révision des objectifs de l'AFGSU 2 pour être au plus près des compétences métiers dans le cadre des référentiels de chaque profession. Également, avoir un regroupement des modules SSE, ce regroupement pour retrouver un petit peu plus de simplicité organisationnelle. Donc c'est des propositions que je n'ai pas le temps de détailler, mais dont on pourra reparler. Également, faire un retour sur une durée de validité de la FGSU SSE plus longue, là aussi pour faciliter et encourager la réactualisation en lien avec les problématiques opérationnelles. Et enfin, des toilettages d'hiver. Voilà, c'était les points sur lesquels on voulait insister. Merci beaucoup. Bon, après ces bonnes nouvelles, il y en a d'autres qui sont plus en rapport avec notre commission scientifique qu'on a déjà mis en place et qui commence à travailler et voir un peu ses fruits. Vous avez donc tous participé au webinaire l'année dernière, vous avez tous lu la lettre qui est diffusée des CESU, et donc on a vu déjà des éléments de réponse à notre... On reprend l'histoire de départ. En fait, il y a des fois une discordance entre ce que l'on enseigne et puis des fois des recommandations ou d'autres fois des méconnaissances ou d'autres fois des pratiques dans des référentiels peut-être périphériques. On voulait quand même, on souhaitait en tout cas au sein de l'ANSESU travailler sur une certaine harmonisation de cela. D'autre part, on a toujours des problèmes de justification. Je veux dire, lorsqu'on est formateur, on n'a pas forcément les justificatifs en permanence. Et c'est important puisqu'on se doit d'avoir des messages qui sont des images relativement justes auprès de nos apprenants et bien entendu au bénéfice de nos patients. Donc la stratégie qu'on avait mis en place, c'est quoi? C'est d'abord développer ce qu'on appelle un registre donc des problématiques pédagogiques. L'idée, c'était que l'ANSESU recueille finalement ces éléments-là pour pouvoir après nous tourner vers nos référents scientifiques, à savoir la commission scientifique de la SFMU et celle de médecine de catastrophe, pour justement après vous retransmettre un retour. Voilà, c'était un peu notre volonté. Alors oui, vous avez répondu. 56 représentent donc personne n'a répondu. Nous, honnêtement, on avait commencé très bas au départ, après le webinaire, et puis c'est remonté après la lettre. Il y aura un QR code juste à la fin là, des diapos. Saisissez pour qu'on enrichisse un peu plus, pour qu'on ait un peu plus de notions. Mais déjà, 56, c'est pas mal. On voit bien que finalement, ça représente beaucoup, globalement, la composition de nos CESU. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose de très représentatif. Alors, vous allez me dire, oh, la diapo, elle est compliquée, on va y aller un peu plus simple. En fait, on se rend compte rapidement que lorsque vous avez des problèmes en termes de justification en particulier, c'est surtout par manque de référentiel. Et on va le retrouver un petit peu partout, c'est les couleurs plutôt mauve foncé sur la gauche. Les thématiques que l'on a donc mis en cible, ce sont les thématiques de l'FGSU, savoir l'inconscience, l'hémorragie, l'arrêt cardio-circulatoire, l'obstruction des voies aériennes, vous allez voir. Mais déjà pour ces quatre composantes-là, ce qu'on peut noter au travers même des verbatims,
Les problématiques que vous avez, c'était les adaptations, par exemple, pour l'obèse, dans l'obstruction des voies aériennes. Et il va falloir qu'on travaille là-dessus. C'est les techniques des obstructions alternatives qui vous posent peut-être problème. Technique de la chaise, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est validé? On va peut-être avoir une réflexion et on va se tourner vers, bien entendu, nos sociétés savantes. C'est les problèmes de discordance entre les sociétés, je dirais, internationales sur l'arrêt cardio-circulatoire, avec certaines discordances entre l'AHA et puis le RC, qui est notre référentiel. Mais en fait, on se rend compte que selon les personnes avec qui on communique, on n'a pas forcément les mêmes interprétations. Les dispositifs laryngés, est-ce que ça doit être autorisé par les infirmiers en préhospitalier et en particulier dans le cadre des formations UMHP? Et donc voilà, on peut se poser des questions, il va falloir qu'on se les pose et on va en tout cas demander à nos sociétés savantes de se positionner. L'adrénaline dans l'infirmière, en dehors ou pas, lorsque c'est la première injection, en dehors ou pas d'une procédure. Voilà, puisque... Question. Et puis, il y a toujours la question qui revient et qui vraiment a été assez intéressante. C'est finalement l'inconscient traumatisé, on fait quoi? Je le laisse sur le ventre, je le mets sur le côté, je le mets... Mais je suis qui? Je suis un secouriste, je suis un personnel soignant. Voilà, c'est des questions que vous vous êtes posées et qui sont remontées. Il va falloir bien entendu qu'on donne des réponses à cela. Et puis pour les autres sujets, à savoir le bilan, l'accouchement inopiné, la traumatologie, oui, j'en viens d'en parler, et l'organisation de la communication, on voit que là encore, il y a des dossiers qui sont... et des questions qui remontent sur, par exemple, la standardisation des contenus de chariot d'urgence. Est-ce qu'il y a des textes? Est-ce qu'il y a des référentiels? En fait, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Est-ce que le numéro unique, on voit bien qu'il y a une différence entre des fois la pratique et puis les recommandations, comment on se positionne, quel doit être finalement le message du formateur. Le clampage du cordon qui revient toujours, les scores, je prends quoi? Malina, c'est peut-être ancien, peut-être qu'il y en a des plus récents. L'accouchement par le siège, on doit le faire finalement en FGSU, quel message on doit donner? Voilà. Voilà, tout autant de questions finalement qui se posent à nous et qui doit, en tout cas, une chose est sûre, on doit avoir un retour et vous donner des réponses. C'est notre job. C'est fini. Vous avez tous l'autorisation, d'accord, de scanner le flashcode pour pouvoir compléter cette étude, en sachant que maintenant, on fera une synthèse au mois de janvier. Et on se contactera la SFMU et la médecine de catastrophe au printemps et on donnera nos conclusions lors du congrès l'année prochaine. Voilà, merci. Un petit mot sur les UMHP et les infirmiers correspondants de SAMU pour vous dire où est-ce qu'on en est, surtout deux slides ou 3 slides. Pour répondre à des interrogations qu'on a beaucoup eues sur le mail de l'ANSESU. Donc les UMHP, c'est parti. Les formations, en tout cas, c'est ce qui nous intéresse. Hein, c'est parti dans les différents CESU. Je vous rappelle qu'il y a 2 types de formations, la courte et la longue, la complète et la pas complète. Donc un livret de positionnement pour la courte. Et puis ensuite, cette formation de 1+1 jour et de 1+4 pour la longue. Le 1 étant ce fameux e-learning, en tout cas cette proposition de formation à distance. Et là, on est en retard. Oui, on est en retard, elle est en cours de constitution. Donc pour ceux qui écrivent sur le mail de l'ANSESU pour dire comme ça vient pas, on a fait, on va faire, si vous voulez, mais ça arrive. On a mis toutes les sociétés autour de la table pour pouvoir chacun faire un petit morceau. Donc vous imaginez que quand on met toutes les sociétés autour de la table, c'est un peu compliqué. Donc voilà, la SFMU, la FEDORU, SUDF, la MACSF, c'est-à-dire comme ça, ils sont là, on va aller chercher leurs copies. Tout le monde enregistre de son côté. Tout ça est mixé par le CESU 34 qu'on remercie déjà et le CESU 71 qui va y travailler aussi. Et vous aurez probablement au premier trimestre 2025 cette première journée. Donc peut-être que pour certains, elle sera après. Tant pis. Mais elle arrive et elle est en cours d'organisation. Et on a beaucoup de questions sur les protocoles, ces fameux PSIS, les protocoles de soins infirmiers spécifiques. Donc la décision nationale a été de ne pas en faire de nationaux pour que chaque région versus chaque département puisse les adapter. Donc je ne suis pas en train de vous dire
de tous les faire de votre côté. En tout cas, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais comme ils existent, je vous le donne. Il y a un réseau qui est le réseau nord-alpin, le réseau d'urgence de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui les a créées. Elles sont libres de droit. Vous pouvez y aller. Urjara, vous cliquez sur référentiel, UMHP. Vous les avez toutes dessous. Elles sont 8. Ils sont faits. Donc voilà, vous pouvez au moins, si vous voulez les adapter à chez vous, sans aucun problème, vous pouvez le faire. Mais au moins, pour éviter de systématiquement tout refaire, on adore ça en France, hein, tout refaire 1000 fois, ils existent, allez-y, servez-vous-en et n'hésitez pas. Donc les UMHP, la vidéo arrive et les protocoles sont là, bonne formation. Pour les infirmiers correspondants de SAMU, pareil, il y a du retard. Hein, le guide de déploiement des UMHP a été publié par le ministère le 16 juillet 2024, devait suivre à l'automne le guide de déploiement des infirmiers correspondants de SAMU, plus précisément le guide de déploiement des professionnels de santé correspondants de SAMU, parce que c'est comme ça qu'ils sont nommés dans l'arrêté du 29 décembre 2023. Il y a du retard, ça va arriver. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une magnifique stabilité politique en ce moment qui nous permet d'avancer à la vitesse de l'éclair. Donc, c'est un peu compliqué de temps en temps, mais ça arrive, c'est dans les tuyaux. En tout cas, le travail est fait. Je rappelle que cette formation sera bien faite sous l'égide des CESU, donc c'est bien vous, soit qui avez déjà l'habitude de former les MCS et qui allez rajouter les ICS. Vous verrez qu'on a fait plein de choses parallèles pour que ce ne soit pas l'un contre l'autre, mais bien l'un avec l'autre. Et pour les départements où il n'existe pas de MCS, ce sera nouveau pour vous, mais c'est bien les CESU qui feront. Même chose, 4 jours de présentiel pour la formation initiale avec un stage d'immersion de 35 heures dans un SAMU pour savoir qui les déclenche et comment ça fonctionne. On a créé le déroulé pédagogique, il est prêt, donc pareil, n'allez pas faire ça à droite à gauche. Le déroulé est prêt, il va être validé par le ministère, il sera dans le guide de déploiement des ICS. Et la formation continue, ce sera 2 jours obligatoires toutes les années. Et pour les gens qui ont des MCS, ce sera une formation commune. C'est à vous. Alors, je vous rappelle le partenariat entre l'ANCESU et le HESP. On en avait parlé au cours du webinaire de mars 2024. Donc, tout ça a été officialisé avec la signature d'une convention le 6 novembre 2024 à Paris Santé Campus avec le HESP et d'autres partenaires avec qui on travaille, notamment cette convention, elle encadre plusieurs objectifs et dont 2 dont on va reparler là maintenant, qui sont la co-création de formations OSSE et la conception collaborative de ressources pédagogiques. Alors, la ressource pédagogique, les formations notamment, c'est celle dont on a parlé au webinaire. Il y a une première formation qui a été initiée par le HESP et la DGS à destination des CPTS, c'est-à-dire de tous les publics libéraux, pour une acculturation OSSE, par l'intermédiaire de formateurs relais ou alors directement auprès des publics libéraux. Cette formation, au cours de cette formation, est annoncée l'offre de formation dans les CESU à ce sujet, et c'est pourquoi vous allez avoir de plus en plus de libéraux qui vont venir s'inscrire pour se former au SSE. Donc à la FGSU-SSE, et dans les CESU de SR au référent SSE. Pour entrer dans la FGSU-SSE, il passe aussi par la FGSU, donc vous allez avoir une recrudescence peut-être aussi de ces publics pour cette formation. Les objectifs spécifiques à destination de ces publics pour la FGSU-SSE et le référent sont en cours de rédaction, c'est ce qu'on vous avait déjà annoncé. Dès qu'ils seront prévus, on vous les diffusera et vous pourrez les intégrer donc dans ces différentes formations à destination de ces publics libéraux. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, mais il y a aussi une création du pack JOP pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Au niveau de la plateforme de l'EHESP, c'est l'école qui est située à Rennes, qui forme notamment les directeurs et qui ont toute une plateforme de e-learning. Ça a été diffusé en avril 2004. D'emblée, les contenus ont été prévus pour qu'après les JO, ils puissent être réutilisables. Donc ce pack JOP a été transformé en pack fondamentaux SSE. Je peux vous inviter à flasher le QR code, vous aurez le lien directement. Vous pourrez y retourner après. C'est un pack qui refait
En totalité, il prend une dizaine d'heures et il permet de balayer toute la thématique du SSE. On peut le retrouver également en tapant pack fondamentaux SSE dans Google. Et au niveau de ce pack, donc, il va y avoir un tri qui est en train d'être fait avec l'ANSESU pour qu'on puisse avoir un prérequis pour les AFGSU SSE. Donc ça devrait pas tarder à arriver dans quelques semaines ou quelques mois. Philippe? Ah, c'est fini pour moi, oui. Ah bah non. Un petit point sur Pulse Live, puisque on a diffusé dans la newsletter de septembre le nouvel outil dont on vous parle depuis de nombreux mois. L'idée de Pulse Live, on va tout mettre comme ça, c'est d'offrir un petit mémo en fin de formation, et à chaque fois on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on en fait? Le mémo papier, les gens le perdent ou ne le regardent pas. Donc créer un outil, et le numérique nous le permet maintenant de faciliter ce genre d'accessibilité, et donc le faire pour nos apprenants et leur donner les modalités. Et pour ça, il faut leur donner les modalités en fin de formation. Dans la newsletter, on vous avait justement mis les liens, mais aussi le QR code, pour les inviter finalement à s'inscrire sur le site, à créer un compte et donc à utiliser l'outil sans modération. À ce jour, il y a eu 5430 connexions sur Pulse Live, à 60% des IDE, 13% des médecins, 12% là, et puis en moyenne, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'utilisation avec une moyenne d'utilisation de 4 fois par personne qui se connectait à Pulse Live. Tout ça pour dire que cet outil, bien entendu, il est tout nouveau. Ce n'est pas un outil de e-learning, vous l'avez bien compris, mais plutôt un outil qui va permettre à nos apprenants d'aller rechercher des informations et faire du lien avec ce qui a pu être dit dans les conférences et dans la conférence inaugurale, mais aussi la conférence de Mélissa Allais dans la reprise expansée, et les inviter justement à utiliser cet outil pour faire des reprises de temps. Et puis la dernière chose, on va tenter de faire évoluer cet outil, l'adapter à la fois à ce que vous nous donnerez comme retour, vous, en tant que formateur, et puis aller rechercher peut-être des informations dans le temps un petit peu plus tard. Tout ça pour dire et pour finir que je pense qu'en janvier, on essaiera de faire un petit formulaire pour avoir vos avis là-dessus, nous dire comment vous trouvez l'outil, comment on peut l'améliorer et comment vous souhaitez qu'il soit adapté. C'est bon? Allez. C'est parfait. Question. Juste sur Pulse Live, puisqu'on a testé tout à l'heure en atelier, quand vous vous inscrivez sur Pulse Live, que vous ouvrez le site, il faut taper AFGSU pour aller sur le mémo AFGSU. En fait, il faut taper AFGSU dans le moteur de recherche. Question? On peut faire comme ça, on s'entend. Non mais c'est bon, monsieur. Pas de questions? Pourquoi il y a une guitare sur la scène? Non, mais jouez pas avec Paulès, vous êtes fous. On n'a rien entendu. Question? Bon, comment vous le prenez en pension, mais... Pas de questions? Ah! On a bien compris qu'on attendait qu'il y ait un gouvernement, donc d'ici une dizaine d'années, pour avoir... Mais moi, je l'ai remarqué cette semaine parce qu'il y a une fille qui est en VAE et qui me dit qu'elle doit présenter 3 devis d'AFGSU. Donc elle me dit en VAE qu'elle doit présenter 3 devis d'AFGSU pour pouvoir valider sa VAE. Valider, ouais. En fait, pendant un moment, on nous disait il faut utiliser leur AFGSU, valider la FGSU. Bon, il y a eu du débat, des attestations provisoires, plus d'attestations provisoires. Ça, c'est réglé.
Mais là, la fille, elle m'a dit que son organisme de formation lui demandait 3 devis différents d'AFGSU. Donc de concurrence, pour pouvoir valider sa VAE. C'est l'organisme de financement probablement, c'est-à-dire l'accompagnateur. Pour tout vous dire, on s'est aussi rapproché, on ne peut pas tout vous dire parce qu'on en a énormément, on s'est rapproché de l'organisme national qui gère maintenant la totalité des VAE, qui s'appelle France VAE. Et on a pu revoir avec eux, notamment les tarifications, etc., et qui nous a bien expliqué que eux font la gestion et qu'ensuite chaque personne de VAE peut se faire accompagner par un accompagnant personnalisé, par une boîte, par tout ce qu'on veut. Et c'est certainement eux qui vous ont demandé trois devis pour choisir. Mais c'est en aucun cas obligatoire d'avoir 3 devis concurrentiels pour avancer. Quelqu'un peut aussi passer une VAE sans accompagnement. Véro, toi qui es la spécialiste? Les financeurs publics, dans les règles de la finance publique, il faut toujours 3 devis, c'est pour ça. Ouais, je pense que... lui demander 3 devis. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est que le devis du CESU d'à côté, même s'il est au même prix, il y a des frais de déplacement, d'hébergement, etc. C'est comme ça qu'en fait, quand la personne va dire, eh ben, je veux faire mon AFGSU dans le cadre de ma VAE dans ce CESU-là. Ça fait quand même un sacré boulot pour les secrétaires et tout ça, inutile, parce que finalement... les gens viennent quand même dans leur département à la base. Oui, mais vous avez des fiches de vie tout près, il faut mettre le nom et c'est ça, il faut créer un... Dans les secrétariats bien organisés, oui, mais c'est pas le cas partout, on a plus... voilà. Mais de toute façon, elle vous demandera qu'un devis à vous, elle devra en demander dans d'autres CESU, c'est tout. C'est à la personne qui fait sa VAE qui doit fournir 3 devis. Elle ne va pas vous demander 3 devis à vous, vous allez lui en fournir qu'un. Vous n'allez pas fournir 3 devis avec 3 tarifs. Mais on fait plein de devis pour rien, du coup. Faites des faux devis. Non, non, non. C'était une blague, hein. Une autre question. Another question. Oui. Attends, vas-y, pardon. Sur le fonctionnement ministériel, est-ce que le jour où il y aura le statut enseignant, c'est prévu? Une autre question? Alors ça a fait longtemps partie des revendications. Pour rien vous cacher, c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas retravaillé. Quand tu parles d'un vrai statut, tu parles derrière d'un statut financier qui va avec, j'entends bien. Donc voilà. Oui, j'entends. On entend, on va peut-être le remonter, vraiment pour être très franc, c'est pas quelque chose qu'on a mis en haut de la pile pour l'instant, mais c'est tout à fait légitime de le remettre, en sachant qu'on avait systématiquement eu des fins de non-retour sur les premières fois où on l'avait posé, parce qu'on nous renvoyait vers d'autres statuts d'enseignants qui existaient, des enseignants d'instituts de formation pour faire des équivalences, etc. etc. Et effectivement, pour ne rien vous cacher, on l'a pas remis. On va le remettre en haut de la page, mais je peux pas vous donner de réponse là. En haut de la pile. Juste par rapport à ça, je me permets, il y a aussi, outre le statut, il y a aussi le problème de statut à NFH, parce qu'on est évalué. Mais il y a aussi le problème du statut à NFH, parce qu'on est évalué tous les ans par nos cadres que sur nos compétences infirmières. Et en fait, il y a 50% de notre temps, parce que beaucoup, à peu près, nombreux d'entre nous doivent avoir 50% du temps, mais en fait, on n'est pas évalué sur 50% de notre temps de travail de l'année. Et ça coûte rien. C'est la NFH qui doit juste créer un métier supplémentaire, enseignant, de façon à ce que les grilles NFH d'évaluation annuelle comprennent aussi les compétences de Oh là là, moi j'y connais strictement rien. Madame Brunstein? C'est pour ça qu'on est nombreux dans le CERF, parce que chacun a des compétences, et celle-ci, c'est pas du tout la mienne. En fait, on est, par rapport à la NFH, par rapport aux grilles métiers. C'est votre établissement qui décide sur quelle grille métier vous êtes. Même si vous faites 2 fois 50%, vous ne serez que sur une seule grille métier. Il n'existe pas le métier d'enseignant dans le Non, alors le métier d'enseignant n'existe pas, parce qu'en fait, les métiers sont ceux de la fonction publique hospitalière. Donc, métier enseignant, ça n'existe pas. Par contre, vous pouvez être rattaché à un métier enseignant des professions de santé qui est celui des formateurs de l'IFSI ou de l'IFAS. Parce que les compétences visées, en fait, c'est des compétences métiers. Elles sont très macro.
Donc si vous êtes plus que 50% de votre activité sur de l'enseignement, il faut qu'on vous rattache à ce métier-là, c'est tout. Mais on ne peut pas créer un métier qui n'existe pas dans la fonction publique à ce jour. C'est pour ça que les directions vont se rattacher à nos fonctions habituelles, non pas... On t'entend pas déjà, c'est la voix grave. L'accent plus que Paris. Là, je disais, forcément, nos directions vont se baser sur une fonction d'infirmier, on vous pouvez, mais elles ne vont jamais dire on va faire une évaluation pour une monsieur sur de l'enseignement. Elles ne vont pas nous rattacher, même qu'à 52%. Elles vont prendre la simplicité pour elles. Pas forcément. Chez nous, au CESU, il y a une personne qui a plus de 50% sur le CESU et une autre partie sur son activité professionnelle d'infirmier anesthésiste. Sa grille métier dans l'entretien professionnel, c'est formation des métiers de santé. C'est à ça qu'elle est rattachée. C'est tout. Mais ça n'a pas d'incidence sur le grade ni sur la paye. Hein. Attention, c'est deux choses différentes. En tout cas, ça veut dire que si c'est possible à Strasbourg, c'est possible ailleurs. Donc peut-être qu'on peut nous sensibiliser et peut-être donner une ligne de conduite à tous les CESU pour que les gens qui ont un temps de travail conséquent en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, puissent au moins être évalués dans ce cadre-là. C'est ce que j'entends. Et vous ne pouvez pas être sur deux grilles dans le cadre de l'entretien professionnel. Vous êtes rattaché à un qui correspond à celui qui correspond au maximum de votre activité. Si vous faites 60% comme activité clinique et 40% CESU, vous serez sur la grille métier activité clinique d'infirmier, d'ambulancier, de tout ce que vous voulez, puisque c'est votre supérieur hiérarchique juste au-dessus qui vous évalue. Par contre, rien ne l'empêche de prendre contact avec le responsable du CESU et de mettre des remarques en fonction de ça, ou d'argumenter quand vous demandez des formations qui sont plus en lien avec notre activité CESU, de l'argumenter derrière par des commentaires à ce sens-là. Pour qu'en fait ces formations soient validées. Parce qu'après, au niveau analyse des besoins de formation, on va se dire, pourquoi en tant qu'infirmier aux urgences, il manque que des formations en pédagogie. C'est aussi ça. Voilà. Moi, je peux plus enseigner les techniques médicales d'urgence, mais je peux vous répondre par contre sur la question de l'évaluation. Je suis là. Ouais, pardon, excusez-moi. Ouais. Monsieur Pini devant. Ouais. Pardon, excusez-moi. Ce que je peux vous répondre, c'est qu'en fait, c'est pas du tout à la main de la NFH. La NFH, elle met à disposition des établissements un outil qui permet effectivement de faire l'évaluation conformément au décret du 12 juin 2020, qui balise en fait les critères qui sont appréciés. Et ce paramétrage-là, il est à la main des établissements. Donc c'est votre établissement qui peut tout à fait adapter, ajuster, compléter, dans le cadre réglementaire bien entendu, de façon à intégrer des dimensions telles qu'effectivement la pédagogie, etc. Par ailleurs, même si ça ne change pas, c'est-à-dire ils ne souhaitent pas faire évoluer la proposition faite par la NFH de l'outil, vous avez tout à fait la possibilité, il y a un encas, un pavé où il y a écrit observation, d'accord, de l'évaluer, comme il y a observation de l'évaluateur, il y a tout à fait la possibilité d'amener des éléments de mission transversale, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui sont au-delà des compétences cœur de métier de celui que vous exercez. Donc c'est tout à fait possible techniquement. Après, est-ce que l'institution a à cœur de le faire? Est-ce qu'elle le porte dans la démarche de valorisation des compétences agents? Ça, c'est un autre sujet. Mais techniquement, c'est tout à fait possible. Et sur la création d'un métier, c'est le répertoire national des métiers de la santé et de l'autonomie. Et effectivement, participant à l'Observatoire national, je vous confirme que ce n'est pas dans les tuyaux à ce stade de valoriser cette dimension-là, même si elle est importante, pour ne pas dire très importante. Ouais. En tout cas, on note un axe de travail pour nous et je pense qu'on reviendra dessus. Une autre question sur un autre thème? Ou pas d'autres questions? Tout est clair? Oui? C'est bien. Chagnolito, la suite du programme? Pendant qu'il prend le micro pour nous donner la suite du programme, pensez bien, c'est hyper important pour nous, alors les QR codes, on avait flashé à Thiers-Larigot, de bien évaluer tous vos ateliers. C'est hyper important pour nous, pour les suites, même si on a presque ficelé le programme de Nice. Globalement, c'est intéressant de savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, etc. pour ajuster. Donc, flashez bien ces QR codes, remplissez bien ce que vous pensez des interventions, des intervenants, des ateliers. Et voilà. Alors, le festif. Non, c'est un dîner-débat. Donc, pour le débat. Pour le dîner-débat, je vous conseille
d'amener votre foulard, si vous voulez dîner. Ouverture dans 1h15. Ça vous laisse le temps de passer à l'hôtel de vous rafraîchir un peu. Hein. Et puis après, on en reparlera demain matin, je crois.